Les histoires qui mettent en scène l'entraide et l'amitié qui unissent hommes et animaux sont souvent très émouvantes. Surtout lorsque cette relation faite de complicité et d'affection devient vitale pour les deux partenaires. C'est le cas dans le récit que je tiens de la bouche même de celui qui l'a vécu et que je vous propose de regarder tout de suite. Étienne Saulnier est un ancien résistant. Vous savez, mon histoire personnelle est très difficile. J'ai perdu les miens dans des circonstances très graves. J'ai connu la violence. Et dans ma vie, un événement m'a profondément marqué. C'est ma relation avec mon chien, Max. Max. Ah oui, c'est devenu un véritable mythe hein, chez nous, Max. Ce chien, comment dire, c'est un membre de la famille à part entière, une sorte d'ancêtre héroïque. Hein. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on racontait cette histoire à nos enfants pour les endormir, parce que, somme toute, c'est une histoire assez tragique. Mais c'est vrai qu'elle nous a été transmise et elle continue à traverser les générations. C'est certain. Et d'ailleurs, je vais te dire une chose. Quand je pense à toi, très souvent, c'est cette histoire qui me vient à l'esprit. Tu vois. Bon, je te laisse, je vais faire un petit tour au plan d'eau. Hein, tout à l'heure. Martine, la fille d'Étienne, est vétérinaire. Et l'incroyable histoire de son père avec son chien l'a influencé dans le choix de son métier. Ah, vous voulez que je vous parle de mon père et de son chien, Max? Ah, sacrée histoire. Surtout quand on s'intéresse à la psychologie animale, enfin, psychologie canine et tous les rapports en général entre l'homme et l'animal. Ah, voyez-vous, cette histoire, dans ma famille, dans son entourage, elle fascine toujours, même des années après. Ben, c'est pas un hasard hein, si je suis devenue véto. Quand j'étais toute petite, j'en ai entendu parler avec tellement d'émotion. Ah. Monsieur Jérôme! Monsieur Jérôme, c'est Madame Saulnier! C'était un braque allemand. Un braque de Weimar. Une bête magnifique. Une race très recherchée par les connaisseurs. Je peux dire que dans la rue, il ne passait pas inaperçu. Et moi, avec ce chien, comment je pourrais dire, on était sur la même longueur d'onde. Oui, c'est à peine croyable, ça dépasse l'entendement. Mais un chien et un homme peuvent-ils réellement se comprendre et communiquer? Les poules. Il y a un problème de ponte en ce moment. Oh, bon, bah, c'est juste une histoire d'alimentation, ça. On va voir ça, hein. Vous savez, chez l'homme, il y a une part d'animalité. Et dans certains cas extrêmes comme celui-là, l'homme et la bête communiquent essentiellement sur ce terrain. Mon père, lui, il appelle ça de la télépathie. Alors, bon, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une forme d'échange qui ne passe pas par les codes humains, comme le langage, quoi. Et ça existe, hein, ça, je peux vous dire que ça existe. Je le vois tous les jours avec mes clients. Bon, évidemment, avec les poules, peut-être pas, hein, il y a des degrés divers. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'entre mon père et son chien, le phénomène était particulièrement fort. Ce chien devançait mes idées, mes actes, mes désirs. Par exemple, si j'avais l'intention de sortir, il le savait immédiatement, il se mettait devant la porte. Mais attention, hein, avant que je fasse quoi que ce soit, pour exprimer l'idée que j'allais sortir. Non, non. Il devançait mes intentions. Pour moi, il était télépathe, ce chien. Le chien d'Étienne Saulnier est-il doué de pouvoirs extraordinaires? On peut naturellement en douter, bien que des chercheurs aient récemment mis en évidence des liens inexplicables qui relient certains animaux à leurs propriétaires. Une sorte de sixième sens, un radar sophistiqué leur permettant de capter des ondes à distance et de réagir en conséquence. Quoi qu'il en soit, revenons à notre histoire. Nous sommes à Paris sous l'occupation. Étienne Saulnier, qui a tout juste 30 ans, dirige un garage qui assure à sa famille une vie confortable, mais en réalité, le garage dissimule d'autres activités, car Saulnier appartient à un réseau de résistance. De confession juive, sa sécurité est dès lors doublement menacée. Mon vrai nom, c'est Salzman. Mes parents ont connu les pogroms en Russie. Ils y ont perdu toute leur famille. Pendant les années 20, ils ont senti le vent tourner, une sorte de prémonition.
Ils ont décidé de changer de nom. Salzman est devenu Saulnier, et moi, Nathan Salzman, je suis devenu Étienne Saulnier. Pendant les années d'occupation, il valait mieux s'appeler Saulnier, hein? Donc, à ce moment-là, j'avais le garage. Il était bien situé, tout près de l'avenue de la Grande Armée. Ça marchait pas mal. Mais l'ambiance générale, pour nous les Juifs, se dégradait sérieusement. J'appartenais à un réseau de résistants. Et je sentais que je commençais à mettre ma famille en danger. Même si le garage servait uniquement de boîte aux lettres à cette époque. Le fils d'Étienne Saulnier nous raconte comment son père a décidé de protéger sa famille en passant en zone libre. Oui, ma sœur n'était pas encore née, elle est née dans les années 50. Et moi, je devais avoir à peine 1 an, quelque chose comme ça. Et vu le contexte, les lois anti-juifs, les premières rafles, les activités clandestines de mon père, il a décidé de nous amener, ma mère et moi, en zone libre. Et donc, comme il avait un frère qui vivait sur la Côte d'Azur et qui pouvait nous recevoir, ben, on est parti. J'avais mon chien Max à ce moment-là. Mais le voyage par le train risquait d'être long, compliqué, surtout avec un bébé. Il fallait franchir la ligne de démarcation pour arriver en zone non occupée. Donc, pas question d'emmener Max. J'ai donc décidé de le laisser à mes parents qui habitaient le Marais où mon père était ailleurs. Étienne Saulnier confie donc Max à ses parents, puis il part rejoindre son épouse et leur fille sur la Côte d'Azur. Tandis qu'il séjourne chez son frère, il ne tarde pas à recevoir un télégramme alarmant de ses parents. Mes grands-parents ont écrit à notre père pour lui dire que le chien n'allait pas bien du tout. Il s'ennuyait de mon père, en fait. Il passait la journée devant la porte à attendre son retour, il ne mangeait plus. En fait, il déprimait, quoi. Et eux, ça les inquiétait. Et il y a beaucoup d'animaux qui ne supportent pas d'être séparés de leur maître. Il y en a même qui se laissent mourir. Moi, je crois que c'est pour ça que mes grands-parents ont demandé à papa de rentrer plus tôt que prévu. Ils avaient peur que Max ne dépérisse. Je ne pouvais pas laisser Max comme ça. J'ai donc décidé de revenir plus tôt que prévu. J'ai laissé mon épouse et Joël chez mon frère, sur la Côte d'Azur. Et j'ai averti mes parents par télégramme en leur précisant le jour et l'heure de mon arrivée à la gare de Lyon. Dès cet instant, les événements prennent une tournure réellement dramatique. La Gestapo, à la recherche de Saulnier, perquisitionne l'appartement de ses parents, diffuse son signalement dans les gares et dans les lieux publics. La Gestapo a mis l'appartement de mes grands-parents sans dessus-dessous. Et bien sûr, ils ont trouvé le télégramme dans lequel mon père les informait de son arrivée à la gare le surlendemain à 8h du matin. Quand je suis descendu du train à la gare, j'ai vu Max au bout du quai, tenu en laisse par des hommes de la Gestapo. J'ai compris tout de suite. Ils avaient pris Max pour m'identifier et m'arrêter. Évidemment, il s'est mis à aboyer dans ma direction en tirant sur sa laisse. Mais heureusement, il y avait beaucoup de monde sur le quai, ils m'ont pas repéré tout de suite. Et alors là, les événements ne sont plus rationnels. J'ai vu un des hommes se pencher pour défaire la laisse du chien. À ce moment-là, j'ai tout compris tout de suite. J'ai compris la situation. Ils avaient arrêté mes parents. Alors j'ai été pris d'une rage énorme. Une rage énorme, vous comprenez. J'avais envie de tuer tous ces types, de les tuer là, immédiatement, de les tuer tous. Il y a beaucoup d'animaux qui perçoivent les émotions de leur maître. Les chevaux aussi. En tout cas, Max, lui, il a tout perçu ce jour-là. Il a, je dirais même capté, moi. Il a capté le danger, la rage de mon père, son désarroi aussi. C'est une connexion mentale immédiate et très puissante. Et Max, ce jour-là, bon, on ne dira pas qu'il a compris, mais il a senti que les hommes qu'il tenait en laisse voulaient faire du mal à son maître. Et ça j'en suis convaincue, ça fait aucun doute, et c'est une perception immédiate. Ensuite, tout s'est passé très vite.
Dès qu'il a été libéré, Max a sauté sur l'homme qu'il tenait. Il lui a sauté à la gorge avec une force inouïe. Et alors, les hommes de la Gestapo l'ont massacré à coups de crosse. Ils ont tué mon chien sous mes yeux. Et je ne pouvais rien faire. Je suis sorti dans le flot des voyageurs, un inconnu parmi tant d'autres. Et sans me retourner, bien sûr. Fallait surtout pas que je me retourne, que je me fasse remarquer. Alors ça a dû être terrible. Mon père venait de comprendre que la Gestapo était allée chez ses parents. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Ça, il n'en savait rien encore. Mais là, il avait son chien qui était en train de se faire massacrer sous ses yeux par ces brutes. Et il pouvait même pas intervenir. Non mais vous imaginez la douleur atroce que ça a dû être. Son chien qui venait de lui sauver la vie, il pouvait rien faire pour sauver la sienne. Ensuite, je suis allé chez mes parents. Comme je le pressentais, l'appartement était vide. La Gestapo avait fouillé partout, tout était par terre, cassé. Et évidemment, mes parents n'étaient pas là. Les voisins m'ont dit qu'ils les avaient vus partir dans une traction de la Gestapo. Ils les ont emmenés en camp. Je ne les ai jamais revus. Saulnier parvient à alerter sa femme et lui demande impérativement de demeurer à l'abri dans la zone libre quelque part sur la Côte d'Azur. Puis, il quitte son appartement, abandonne son garage et rejoint son réseau de résistance. On ne peut pas sortir indemne de tout ça. Tout cela laisse des blessures très profondes. Mon père déjà a dû faire le deuil de ses parents, évidemment. Et en plus, il a été très marqué par ce que son chien avait fait pour lui. Magda! Salut, Magda. papa. Allez, Après cette histoire-là, pendant une bonne vingtaine d'années, qu'est-ce que je dis, moi? Pendant une bonne trentaine d'années, je ne pouvais plus supporter les chiens. C'est bizarre. On a des réactions parfois, je ne pourrais pas l'expliquer. Je ne les supportais plus. Dès que je voyais un chien s'approcher de moi, je devenais nerveux, très mal à l'aise. Et puis, quand tu m'as dit que tu voulais devenir vétérinaire, tu sais, je crois que je t'ai pas vraiment soutenu. Hein. Ah, c'est vrai. Ça me plaisait pas, l'idée que tu passes ta vie à soigner des bêtes. Heureusement, c'est plus pareil maintenant, hein. T'es bien content quand même que je sois là pour soigner Magda. Mais c'est vrai, ton problème avec les chiens, moi je dirais que c'était une véritable aversion. Hein. Tu détestais tous les chiens de la Terre uniquement parce qu'ils étaient vivants, c'est ça, tout simplement. Mais moi, je te comprends, hein, c'est une manière d'exprimer ton traumatisme. Oh, oui. Puis un jour, j'ai rencontré Magda. Pauvre chien abandonné. Il rôdait dans le quartier en fouillant dans les poubelles. Tout maigrichon. Elle a changé, hein. Heureusement. Mais elle ne demandait rien à personne. Puis on a sympathisé, quoi. Et là, je crois que j'ai tourné la page. Ouais. J'ai accepté. J'ai accepté le sacrifice que ce chien extraordinaire avait fait pour moi. Un chien fidèle se sacrifie pour sauver la vie de son maître. Oh certes, l'histoire est bouleversante, mais comment expliquer que Saulnier ait réussi à transmettre à Max son message à distance? Et comment interpréter la réaction tout à fait extraordinaire du chien? Comment croire que Max, en dépit de toute logique, ne se soit pas précipité vers son maître, mais ait attaqué ceux qui cherchaient à l'arrêter? Cette attitude reste une énigme.
et le restera sans doute à jamais. Oh, certains peuvent l'expliquer en faisant référence à des pouvoirs télépathiques. Je préfère, quant à moi, y voir une relation mêlée d'affection et d'intelligence entre un homme et son chien, tout simplement. Et c'est encore plus beau.